C'est parti pour un nouveau test de téléviseur sur la chaîne YouTube. Et alors attention, va falloir s'accrocher parce qu'on va se parler ici d'un autre modèle très important, le Sony Bravia 8 M2 que j'ai reçu ici dans sa version 65 pouces. Après des vidéos bien costauds sur le Philips OLED Plus 910, plusieurs vidéos même sur le Panasonic Z95B, qui sont d'ailleurs des produits concurrents, des téléviseurs concurrents ici à ce modèle de chez Sony. Je vais revenir tout de suite sur un petit peu cette nomenclature. Mais avant cela, et bien surtout, si jamais vous trouvez que cette vidéo arrive un peu tard, eh bien les clés sont entre vos mains. Shootez-moi ce bouton like, le partage, abonnez-vous, regardez autant de vidéos que possible sur la chaîne, parce que c'est jamais que la vitrine que je peux ensuite présenter aux marques pour obtenir le plus rapidement possible les téléviseurs. Bon, ici je ne vais pas me plaindre, j'ai eu pendant un certain temps, et surtout, blague mise à part, il est quand même assez important de s'en parler avant ces offres de fin d'année qui vont démarrer très vite puisqu'on est au début du mois de novembre et qu'on sait que au-delà du Black Friday, maintenant on est un peu sur un Black November, donc tout va un petit peu se précipiter. Alors ce Bravia 8 M2, petit rappel, donc on est là sur le modèle premium de la technologie OLED, plus précisément le QD OLED, puisque Bravia 8.2, il succède au A95L, et autrement dit, je pense que ce modèle-ci, il devrait lui aussi rester en gamme pendant un petit moment, comme son prédécesseur. En tout cas, Sony ne nous a pas dit que dès 2026, en même temps, je pense qu'ils vont se garder un petit peu cette info pendant un petit moment, mais a priori, il ne devrait pas être remplacé tout de suite, ça devrait continuer de courir sur 2026. Et puis, Sony a placé la technologie LCD, a fortiori un rétroéclairage mini LED, au-dessus de la technologie OLED. Ils le disent assez régulièrement que ils estiment que le potentiel est supérieur sur la technologie LCD mini LED versus l'OLED. Néanmoins, ils positionnent ça comme deux modèles haut de gamme. Et donc c'était déjà le cas pour le A95L, qui lui a continué d'exister, alors qu'un Bravia 9 est venu se positionner au-dessus, et c'est toujours le cas par rapport à ce Bravia 8 M2, aussi bien dans la dénomination, Bravia 8 M2, Bravia 9, mais aussi dans les diagonales et les tarifs. Du coup, c'est un point que je vais balayer tout de suite, justement, les prix de ce téléviseur, qui, je vous le dis, vont varier, parce qu'au moment où j'enregistre la vidéo, je vais vous partager des tarifs qui sont en plus des tarifs prix public annoncés, que vous allez pouvoir retrouver sur le site de Sony, mais au moment où j'enregistre, au moment où je vais publier la vidéo et que je vais aller chercher mes petites insertions d'images, peut-être que les tarifs vont bouger. Et surtout, vous savez que vous avez le QR code qui s'affiche, qui va vous permettre de nous rejoindre sur la communauté Discord, où vous allez avoir des salons consacrés à l'affiliation et au comparateur de prix. Et là, vous allez pouvoir coller un lien de vente d'une boutique. Et si cette boutique fait partie des partenaires de mon service d'affiliation, il va vous en ressortir tout simplement un tarif, un tableau avec les comparaisons de prix, mais aussi l'historique du prix et son évolution tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, utiliser ces liens, sinon vous allez les retrouver également dans la description. Si vous souhaitez utiliser ce service et ces liens, vous pouvez notamment passer par le QR code. Allez, j'en reviens à mon Bravia 8 M2 qui est décliné en deux diagonales d'écran. C'est un petit peu le premier truc qui me permet déjà de le positionner. 55 et 65 pouces, à des prix respectifs de 2199 et 2699 €. Le Bravia 9, qui est donc le modèle LCD rétroéclairage mini LED, lui se positionne plus au-dessus encore, c'est vraiment celui qui chapeaute tout le monde, avec du 65, 75 et 85 pouces à des tarifs qui là encore sont à 2999, 3499 et 4999 € sur le site de Sony. Attention, vous pouvez trouver mieux ailleurs. Puis il est à noter aussi que le A95L, donc modèle QD OLED de technologie et de génération précédente, au moment où j'enregistre, il est toujours disponible sur le site en version 77 pouces, sur le site de Sony et peut-être d'autres d'ailleurs, à 4990 €. Donc ça, c'est si jamais vous voulez un Sony technologie OLED de plus grande taille. Attention, Sony me l'a clairement dit, il s'agit ici des dernières pièces qu'ils sont en train d'écouler, et puis ensuite ce téléviseur ne sera pas remplacé. Comprenez que si vous voulez aller sur du 75 pouces, c'est la diagonale que vous aurez sur un Bravia 9. Vous avez de toute façon des vidéos de test pour le Bravia 9, si vous souhaitez vous faire une idée de ce produit, sur le A95L également, qui était par ailleurs un beau produit déjà, et puis vous avez également une vidéo sur le Bravia 8 de l'année dernière, qui lui a dû être renommé Bravia 8A, qui, attention, lui est un modèle en White OLED classique. C'est-à-dire que c'est un concurrent des séries C, par exemple, chez LG. Donc l'année dernière, C4. Cette année, c'est du C5. Ce produit-là, c'est du White OLED classique.
Bon, j'en reviens maintenant sur mon Bravia 8 M2, pour lequel, eh bien là aussi, vous avez une première vidéo de présentation qui a été tournée à Weybridge. Pourquoi je vous en reparle? Eh bien tout simplement parce que ça sera peut-être pour vous l'occasion d'aller rechercher certaines informations sur la gamme, un petit peu la vision que Sony a de ces technologies, mais aussi et surtout de voir la rapide comparaison, parce que c'était tenu dans un petit voyage presse assez court, de voir cette comparaison que j'avais pu faire avec le moniteur de référence de Sony, moniteur de référence qui lui peut afficher jusqu'à 4000 nits de luminosité. Cet élément était assez important et d'ailleurs ils ont rejoint un petit peu cette démonstration au moment du PAVS, le Paris Audio Video Show. Ils ont tout simplement souhaité mettre en avant le fait qu'ils sont capables d'obtenir une reproduction visuelle très proche entre le moniteur de référence et ce téléviseur OLED, avec notamment cette scène dans Alpha, où on voit que le soleil est bien brillant, mais que le reste de l'image pour autant n'est pas complètement bouché, où le soleil serait cramé, etc. Bref, on a une gestion de cette puissance lumineuse qui est importante. Pour autant, est-elle record? Eh bien, je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc, aux commandes, on a ici un processeur Bravia XR Cognitive Processor, dont la promesse est de traiter tout ce qui est fait sur la partie qualité de l'image avec le rendu le plus juste possible, celui qui vous semblera le plus fidèle à votre perception d'une image dans la vie réelle. Et forcément, ce Bravia XR Cognitive Processor, il a une multitude de traitements, la compensation de mouvement, la gestion de la postérisation, le taux de mapping, etc. Et puis même des choses qui vont notamment être liées à des logiques de contraste. Bon, bref, tout ça, c'est un petit peu les promesses habituelles pour un rendu global qu'on percevra, encore une fois, comme étant très naturel et très juste. Et historiquement, chez Sony, eh bien, faut bien reconnaître que c'est carrément le cas. Vidéo chapitrée dans laquelle je vous parlerai aussi du gaming, mais sachez d'ores et déjà qu'on est là sur une dalle limitée à de l'Ultra HD 120 Hz et 2 prises HDMI 2.1, et oui, toujours pas 4 prises HDMI 2.1, ça n'évolue pas, et malheureusement, pourtant on est sur une plateforme qui, elle, pourrait sans doute faire mieux. Bah voilà, on est en tout cas sur un processeur, enfin derrière cette puce Bravia XR Cognitive Processor se cache une puce MediaTek MT5897 dont les caractéristiques techniques relevées par AIDA eh bien, nous permettent de l'associer, me permettent de l'associer à une Pentonic 1000 avec ses 4 cœurs cadencés à 2 GHz, un GPU Mali G57. Bon, bah voilà, ça c'est pour les quelques petites informations. Et puis bah quant à l'interface Ethernet, parce que c'est un dernier petit point également, mais qui a du sens ici sur le téléviseur notamment, parce que bah, quand on a du Netflix, du Disney+, etc., bah, si on est sur du Wi-Fi et qu'on capte bien, ça va bien se passer. Si on est sur de l'Ethernet, bon, bah, on a un port 100 mégabits, ça suffit pour les débits de quelques dizaines de mégabits dont on a besoin pour ces services de streaming. Mais chez Sony, je vous rappelle qu'on a ce fameux Picture Score qui, lui, va vous permettre d'accéder à des contenus dont la qualité en streaming équivaut à de la qualité Blu-ray, et c'est vrai que c'est très efficace, pour le dire ainsi, c'est très qualitatif comme contenu, et malheureusement, eh bien, il faudra que ça passe par une bonne connexion Wi-Fi, puisque ici, comme vous le voyez à l'image, eh bien, le speed test indique que le port Ethernet intégré au TV se limite, lui, à du 100 mégabits symétrique. En revanche, le Wi-Fi va lui permettre d'aller plus haut, et si jamais, eh bien, vous avez besoin d'aller encore plus haut, eh bien vous savez que je vous ai fait une petite vidéo sur la chaîne qui date maintenant, mais il y a toujours ces adaptateurs USB 3, Cable Matters notamment, qui vont vous permettre d'aller chercher des débits encore supérieurs. Le téléviseur et le système d'exploitation reconnaissent bien cet adaptateur branché sur la prise USB et transforment ça en un adaptateur Ethernet, et ça fonctionne. Et donc du coup, je vous mets un lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Attention, lien d'affiliation également. Autre atout de ce téléviseur, eh bien le système audio acoustique Surface Audio Plus qui transmet le son vers les spectateurs. Et là aussi, eh bien, j'ai pas l'impression que cette technologie, elle évolue beaucoup. C'est un système, c'est une technologie qui utilise 2 actionneurs qui vont faire vibrer la dalle OLED avec une promesse de puissance d'une sortie de 2 fois 15 watts pour les actionneurs. Eux vont se charger plutôt de la partie médium et un peu haute fréquence, si on peut dire, mais on a aussi, eh bien, 2 caissons de basse qui, eux, font 2 fois 10 watts, et là, on se parle vraiment d'enceinte physique, et ça, c'est donc un système audio qui n'évolue pas, mais qui a plutôt
fait ses preuves, au sens où je trouve que c'est plus efficace que ce que l'on va retrouver sur une grosse partie de la concurrence, hein, sauf quand on se parle de systèmes de barres de son comme le Z95B ou le Philips OLED Plus 910, qui clairement, quand je les ai eus à la maison, on se dit « Ah ouais, c'est cool, c'est sympa ». Et puis quand on rebascule vers des trucs qui n'ont pas ce type de dispositif avec du son qui est bien renvoyé vers nous, eh bien ça manque. Maintenant, c'est à vous de vous exprimer. Je sais que quand on a ce type de téléviseur plutôt premium, il est sans doute couplé à un véritable système hi-fi, barre de son, etc. Ce qui m'emmènera ensuite à la partie ergonomie du produit. Comme je vous l'ai dit, on a ici le service de streaming de Sony, on a la compatibilité IMAX et donc on a également la compatibilité du DTS. Elle est de plus en plus rare cette compatibilité, mais chez Sony, elle est toujours présente. On aura également des logiques de HDR10, Dolby Vision, mais on n'aura pas de HDR10+. Pour le reste, donc vous avez vu les caractéristiques techniques s'afficher, dont les dimensions de ce 65 pouces, la conso, etc. Et ce qui m'emmène maintenant à ce point sur l'ergonomie. Et alors là, je vais démarrer avec un point plutôt positif que je partage depuis plusieurs modèles déjà chez le constructeur, c'est la qualité de fabrication. Les TV de chez Sony n'ont jamais revendiqué une finesse particulière. En revanche, on a un téléviseur qui est fourni avec tous les caches nécessaires pour assurer une finition impeccable à l'arrière, si tant est que ce soit important pour vous. Je ne suis pas très sûr, mais en tout cas pour Sony, c'est un point sur lequel ils mettent l'accent. Des caches pour masquer la connectique et des caches également pour masquer la visserie au niveau des pieds. Et c'est là que j'en arrive à ce qui me dérange le plus, dont là aussi j'avais déjà parlé lors de la présentation, eh bien c'est que désormais les pieds ne sont plus ajustables selon 2 écartements. Et c'est pourquoi eh bien, il vous faudra un meuble pour le 65 pouces ici, qui mesure à minima 145 cm de large, ce qui n'est pas mon cas. Alors il faut compter plutôt 150 cm pour être plutôt confort. Et là, c'est pas mon cas, et c'est pourquoi vous voyez qu'ici, ces pieds, en fait, ils sont en lévitation. Parce que, en fait, j'ai tout simplement décidé de commander un pied central, je vous mets là quelques images, qui est compatible avec des modèles allant jusqu'à 70 pouces. Il en existe une multitude, mais ça m'a permis de fixer le téléviseur sur son support VESA. Le vrai sujet avec ce téléviseur de chez Sony, c'est que ces vis de fixation, elles sont assez basses dans le TV et que ça m'a imposé pas mal de manipulations, dont une que je ne peux pas me permettre de vous recommander parce que c'est du bricolage. Moi, je l'assume puisque je l'ai fait, j'avais commandé le produit et que là, c'est un produit que moi, je vais sans doute réutiliser avec d'autres téléviseurs. Bref, c'est du bricolage. Je ne vous le recommande pas spécialement, mais j'ai dû percer de nouveaux trous pour ne pas avoir le téléviseur qui soit vraiment très haut. Donc soyez un petit peu vigilants parce que les vis de fixation vraiment du VESA, elles sont très basses. Et moi, j'ai dû décaler par rapport au système d'origine, j'ai dû décaler les perçages de 15 cm. Et comme vous le voyez là, j'ai encore vraiment une grosse réserve. Je vais même prendre mon mètre pour vous la donner plus précisément. Là, le lecteur Blu-ray, il passe de manière très large. Là, j'ai 9 cm sous la dalle, enfin sous le châssis, et j'ai 11 cm ici sur le bas de l'écran. Donc finalement, ça sera peut-être pas plus mal pour passer une barre de son, mais comme vous allez le voir, regardez, j'ai ici un pied noir et ici le téléviseur du coup qui peut tourner sur 35 degrés, donc de chaque côté, et ça, c'est plutôt pas mal. En revanche, pour l'intégration en série, c'est dommage parce qu'on a ici des pieds qui sont vraiment situés aux extrémités. Si ça vous convient qu'ils soient situés aux extrémités, bon, pas de problème, vous allez en plus avoir 2 positions de réglage en hauteur, et alors là, il n'y a plus de débat, vous serez tranquille, vous avez les petits pieds qui vont se positionner. Moi, je trouve ça assez discret, là, je les ai mis volontairement pour que vous les voyez, mais si jamais je les avais enlevés, eh bien, on aurait vraiment ce téléviseur qui serait presque en mode lévitation, ça pourrait être sympa. Mais moi, ici, il est important que je vous montre un peu ces pieds façon boomerang, et sachez-le, lorsqu'ils seront en position basse, eh bien, la dalle sera à environ 3,5 cm du meuble sur lequel le TV va reposer, et quand ils seront en position basse, eh bien, il faudra ajouter environ 6 cm, ce qui vous laisse donc, comme je le disais, un bel espace pour y loger une belle variété aussi de barres de son, parce que des barres de son qui sont aussi hautes, je pense que vous allez avoir un petit peu de choix, notamment chez Sony. L'autre point d'ergonomie que j'ai envie de qualifier de régression, alors oui, vous allez peut-être me trouver un peu dur, et tu parles de régression, oui, pour moi, cette modularité que j'aimais et que j'appréciais chez Sony, avec ces pieds qu'on pouvait régler en hauteur et en largeur, eh bien, elle n'est plus proposée. Alors, il y a peut-être une raison technique, avec l'intégration de ces dalles QD OLED de dernière génération.
Mais voilà, bon, bah c'est perdu, et c'est perdu aussi sur le confort d'utilisation, parce qu'on a toujours les deux télécommandes, donc l'une qui est complète, hormis que bah, cette télécommande-ci, elle parlera peut-être à certaines personnes, mais elle n'intègre pas les touches de raccourci aux applications, par exemple, hein, Netflix, YouTube, Disney+, etc. Et puis bah, on a la deuxième télécommande qui, elle, intègre bien les raccourcis, y compris celle du Sony Picture Score, mais celle-ci, désormais, elle fonctionne sur des piles, donc ok, pourquoi pas, bon, ça c'est un petit peu dommage, mais du coup, on a deux piles AAA et non plus une batterie, donc elle n'est plus rechargeable, et surtout, eh bien, elle n'est plus rétroéclairée. Pourquoi? Pourquoi? Voilà, je ne comprends pas. Donc, c'est un... Enfin, bref, voilà, je ne comprends pas que Sony nous dise Bravia 8 M2 Premium de l'OLED. Bah non, non. Non, on enlève le rétroéclairage de la télécommande. Voilà, bon. Je sais pas. Heureusement, le vrai truc qui reste, hein, c'est la partie logicielle qui reste vraiment une très bonne surcouche à Google TV. Vous avez là quelques images parce que je ne vais pas m'attarder sur la partie ergonomie logicielle désormais dans mes vidéos parce qu'il n'y a pas d'évolution franchement significative. Mais le Google TV chez Sony reste toujours très très bien légendé et ça pour moi c'est un véritable atout pour tous ceux qui vont vouloir aller mettre la main dans les réglages sur le TV. Je vais naturellement y revenir dans la partie qualité de l'image, mais je trouve que ça reste encore ce qui se fait de mieux, et d'ailleurs certains s'en inspirent avec la barre de menu dans le bas de l'écran qu'on retrouve désormais chez plusieurs marques. En revanche, d'autres ont certains avantages, comme la possibilité de créer des univers. Chez LG, pardon, on a le tableau de bord de WebOS qui donne vraiment une interface bien particulière à LG, les quick cards, etc. Donc ça leur permet vraiment de créer des choses différentes par rapport à tout ce qui existe. Et chez Samsung, on va aussi avoir des politiques très différentes avec le Gaming Hub, par exemple, ce genre de choses. Et puis l'intégration aussi des fonctionnalités IA, de traduction. Bon, tout ça, forcément, c'est un écosystème qui est assez vaste désormais. Il y a ceux qui adoptent le Google TV qui imposent des surcouches, comme c'est le cas ici de Sony, ceux qui font des trucs un peu from scratch à la Philips qui, je vous l'ai dit, n'avait pas spécialement ma préférence, et puis ceux qui ont adopté des systèmes d'exploitation autres, comme Hisense, Samsung, LG par exemple, et puis Philips qui a aussi Titan OS, dont là aussi je vous avais également parlé un petit peu plus tôt cette année, mais que je n'ai pas testé. Et sur la chaîne, je vais recevoir d'autres produits de chez Philips, je les ai demandé du The One, etc. parce que j'ai vraiment été très très agréablement surpris par l'accueil que vous avez réservé à cette marque qui aujourd'hui annonce une très belle progression. J'espère vous en faire une petite vidéo également sur la chaîne pour vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est chez Philips TP Vision. Alors maintenant, on va se diriger vers la partie qualité de l'image, mais je vais très rapidement mettre un sujet entre parenthèses et un vrai sujet très contrariant qui concerne également l'ergonomie de ce produit et plus spécifiquement le revêtement de la dalle. Vous allez voir qu'il y a un petit sujet qui m'occupe d'ailleurs depuis un moment sur le Discord. Alors j'avais essayé d'aider les gens et puis ensuite ils se sont rapprochés du SAV de chez Sony. Certains sont même à leur deuxième ou troisième remplacement de téléviseur. Donc on va on va reporter ce sujet-là parce que on se dit, est-ce que ça concerne que quelques modèles? Celui-ci, néanmoins, va me permettre d'illustrer un petit peu le propos. Donc, il doit y avoir un chapitre qui s'appelle un truc genre souci de traitement de surface. Et c'est là-dedans qu'on va se parler de ce point un petit peu contrariant. Allez, j'enchaîne. Donc, cette fois-ci, avec la partie qualité de l'image. Et comme je l'ai dit dès le début, franchement, il n'y a absolument rien à dire. Sony, une fois encore, vise au plus juste avec tous les traitements. C'est très difficile, je trouve, de prendre ce téléviseur en défaut sur la logique de la gestion des contenus vidéo. On va voir que pour d'autres usages, ça pourrait être mieux encore, mais vraiment, historiquement, Sony propose parmi les meilleures prestations sur le sujet, comme un Panasonic, comme on l'a revu encore récemment, et ça, tout contenu multimédia confondu, que ce soit des films, des séries, des contenus, donc du streaming depuis YouTube, des contenus SDR, des contenus HDR, des contenus 1080p, des contenus Ultra HD, vos programmes TV, de la TNT, que ce soit des films que vous regardez sur la TNT, que ce soit des émissions en plateau, parfois très lumineux, et avec des traitements parfois par certaines marques, qui font que par exemple une présentatrice qui aurait un rouge à lèvres bien rouge, va ressortir très fluo, plutôt qu'avoir une image plutôt neutre. Eh bien, franchement, chez Sony, ils savent
tout faire, jusque dans des choses plus compliquées, comme ce que j'ai envie d'appeler les rencontres sportives, pour ne pas vous parler uniquement des matchs de foot. Sony, je pense, a aujourd'hui ce qui fait partie des meilleurs traitements d'image, notamment sur les matchs de foot qu'on va visionner depuis la TNT, etc. Alors j'en regarde très peu, moi, des matchs de foot, pour ainsi dire, même quasiment jamais. Donc si jamais vous avez des retours d'expérience avec certaines applications consacrées spécifiquement aux rencontres sportives, n'hésitez pas, manifestez-vous dans les commentaires. Pour ma part, c'est vrai que je suis plutôt Formule 1 et les GP que j'ai pu regarder là-dessus sont vraiment infaillibles. Et puis surtout, on a encore cette partie qualité de l'audio qui permet de profiter de son expérience de manière vraiment... je trouve que c'est quand même un bon équilibre. Normalement, vous devriez rajouter un système hi-fi pour que l'expérience visuelle soit raccord avec l'expérience audio, mais c'est déjà bien mieux que ce que propose un bon nombre de marques. J'en reviens cette fois-ci à cette partie plutôt contenu en streaming, parce que c'est peut-être ce que vous allez majoritairement regarder là-dessus. Eh bien, je vous rappelle que là aussi, Sony fait partie des constructeurs qui se sont dit très vite comment on va tirer le meilleur parti de ce qui consomme aujourd'hui beaucoup de bandes passantes chez nos clients, chez nos fidèles d'une certaine manière, et c'est pourquoi il me semble, si je dis pas de bêtises, que ce sont les premiers à avoir lancé le Netflix Calibrated Mode. Je crois que c'était à une édition de l'IFA, je me demande même si c'était pas la dernière édition de l'IFA à laquelle ils ont assisté physiquement pour la partie TV, et puis désormais sur ce téléviseur on a aussi le Amazon Prime Video Mode, qui est un mode calibré également, sauf qu'on n'a pas ici le support du HDR10+, je vous le rappelle. Sachez-le que dans un cas comme dans l'autre, ça fonctionne vraiment très bien et naturellement que c'est désactivable. Eh bien, vous souhaitez utiliser le mode Dolby Vision lumineux ou sombre, etc. C'est possible. L'intérêt de ces modes n'est pas seulement d'intervenir sur la logique de colorimétrie, mais aussi sur le traitement de l'image. Parce qu'on est sur des flux qui sont compressés, avec des logiques de codec pour les streamings, etc. Donc il faut bien comprendre, il faut bien que le téléviseur comprenne ce qui est en train de se passer, ce qui lui arrive pour offrir la meilleure des restitutions. Et ça, c'est peut-être un argument marketing, mais ça fonctionne bien. Par exemple, grâce à des membres du Discord, que je qualifierais presque de la première heure, on avait pu identifier sur Netflix des petites séquences de bench, et on avait vu que, par exemple, chez TCL, à une certaine époque des firmware l'année dernière, eh bien qu'on avait des micro-saccades sur la Demoiselle et le Dragon, et ça, c'était notamment possible grâce à... on l'avait notamment référencé, identifié comme un contenu intéressant à regarder grâce à Minas Smirit, qui, si jamais me regarde, eh bien, nous avait dit, tiens, moi, systématiquement, entre la 6e et la 9e minute de ce film, j'ai des micro-saccades. Et donc ça, c'est des phénomènes qui étaient assez inexplicables à ce moment-là, d'autant qu'ils étaient reproductibles à l'envi. À chaque fois, le téléviseur buguait là-dessus, et ensuite, un firmware a permis de corriger ça. Alors oui, il y a une logique de micro-saccade et de traitement global de l'information, mais pour autant, on avait d'autres contenus bien plus complexes que cette scène-là à reproduire, qui n'avait absolument rien d'une scène rapide ou quoi, et pour autant, elle mettait le téléviseur en difficulté. D'où l'intérêt, vraiment, pour les marques, je pense, de travailler sur ces contenus en streaming. Alors aujourd'hui, je pense qu'on peut se le dire que dans la majorité des cas, on a peu de mauvaises surprises, mais vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, donc là aussi, réagissez si vous le souhaitez dans les commentaires. Et alors, sachez-le, il y a quand même une différence d'approche sur le mode calibré pour Netflix et celui qui est consacré à Amazon Prime Video, puisque lorsque l'on est sur Netflix, que l'on décide d'utiliser le mode calibré, on maintient néanmoins les autres réglages de l'image, que l'on va retrouver, la luminosité, le moteur de compensation de mouvement, etc. Vous y aurez toujours accès, luminosité, couleur, netteté, mouvement. Or, lorsque vous faites la même chose et que vous décidez d'utiliser le mode calibré cette fois-ci pour Prime Video, eh bien les autres menus sont grisés. Vous êtes obligé de vous soumettre à ce qui a été défini soit par Prime Video, soit par Sony, ou peut-être par les deux. Je pense que c'est plutôt du côté de chez Amazon que ça se situe, et vous ne pourrez pas intervenir sur les réglages. Naturellement, dans un cas comme dans l'autre, vous pouvez décider de quitter ces modes dits calibrés pour ces services et reprendre ensuite la main sur tous vos réglages. Donc vous avez vraiment beaucoup d'options, de possibles, mais vous êtes chez Sony. Donc quand on est chez Sony, on retourne dans ces fameux réglages du Motion Flow, et puis là on voit qu'il y a un mode auto. Vous l'activez, et puis il y a de grandes chances qu'il s'en sorte pas mal du tout, y compris avec les fameux contenus en streaming que je vous ai évoqués. C'est en tout cas moi ce que j'ai pu constater sur mes scènes de test. Activé,
pas de problème, il gère. Donc finalement, en tout cas dans ce mode auto, il a de lui-même joué avec le moteur de compensation de mouvement pour que je n'ai pas ce phénomène de tearing, de déchirement, de saccade. Et pour autant, lorsque je reviens sur des scènes plus calmes, eh bien le rendu n'est pas complètement effet caméscope, effet fantaisiste, effet artificiel même, j'ai envie de dire. Donc c'est peut-être finalement tout simplement le mode qui vous sera le plus approprié si vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête. Et c'est pour ça aussi que vous direz, moi j'ai peut-être bien fait d'acheter un téléviseur de chez Sony. Tout ça, plus spécifiquement d'ailleurs sur ce téléviseur, ça fait partie du package, ou en tout cas de cette dénomination Sony XR OLED Motion, qui ne va pas se comporter de la même manière que sur les téléviseurs LCD à rétroéclairage mini LED, en l'occurrence, comme je vous l'ai déjà dit. Donc pour résumer, sur la partie qualité de l'image, bon bah ça envoie du lourd sur l'aspect traitement, mais reste un sujet, et non des moindres, c'est l'aspect luminosité de la dalle. J'avais commencé à le dire, mais sur la pure mesure, comme sur la perception d'ailleurs, on ne peut pas vraiment dire que ce Bravia 8 M2 fasse honneur à la technologie QD-OLED de 4e génération sur le pic de luminosité et pas seulement. Là où chez Samsung, on nous sort un S95F qui est doté de la même dalle, qui envoie une luminosité à près de 2100 nits à 10%. Donc la taille du pattern sur la surface de l'écran, 10%, 2100 nits. 100% du pattern en blanc, 440 nits environ. Bah chez Sony, c'est un petit peu petit bras parce qu'on est sur un pic à 10% à 1600 nits environ et 100% on est à 254 nits. Bah, au regard de ce que ça devrait faire, comme sur le Samsung par exemple, eh ben c'est pas foufou. Sauf que chez Sony, on le sait bien qu'on a limité la dalle. Évidemment, on se parle d'ingénieurs japonais, les mecs sont sans doute parmi les meilleurs ingénieurs de l'industrie, mais quand ils ont une idée en tête, ils ont du mal à sortir du chemin, donc s'ils pensent qu'ils ont raison, ils le feront comme ça, a fortiori avec cette capacité à revendiquer leur proximité avec le monde du cinéma. Le seul truc, c'est que là où je dis qu'ils le savent bien, c'est que quand moi je lance la mesure avec ce pattern à 10%, bah je vois bien que le panneau, il est censé m'envoyer plus de 2000 nits, s'il ne le fait pas. Pour autant, souvent, moi, sur les tests, je laisse traîner la mesure et je vois à quel moment le panneau va couper, à quel moment l'électronique va couper. Et bien là, en fait, ça démarre à du 1006 et puis ça continue de grimper, toujours à 10%, jusqu'à du 1750 nits environ. Et c'est là le point maximum. C'est là que Sony dit, ok, bah là, tu es à 1750, et puis on voit bien que la courbe, que la mesure, elle descend un petit peu, traduit sur la courbe par cette petit creux, puis ensuite ça recommence à monter, puis ça redescend, ça coupe légèrement. Là où d'autres, eh bien finalement, appliquent une sorte de switch off. Alors soit on a une luminosité qui redescend très très bas, la dalle devient noire, soit ça redescend à quelques centaines de nits, le temps que le téléviseur refroidisse. Et ça, parfois, ça prend une dizaine de mesures, parfois ça arrive très très vite. Je vous ai mentionné par exemple le S95F de Samsung. Eh bien, sur le S95F de Samsung, la courbe, elle est à plus de 2000 nits, mais dès qu'on est au-delà de quelques dizaines de mesures, boum, 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 ça descend très, très vite. Donc finalement, peut-être qu'entre le Samsung et le Bravia 8 M2, bah finalement, les puissances lumineuses se croiseraient à un instant T assez rapidement. Mais là, on est dans une logique de puissance de luminosité en pic. Pour poursuivre un petit peu cette comparaison, vous le savez, j'ai testé le Panasonic Z95B, qui est lui technologie White OLED de dernière génération, White OLED Gen 4, les fameuses 4 stacks, tandem OLED RGB, etc. Bon bah là, ce modèle-ci, il talonne une luminosité de 2500 nits à 10%, luminosité qu'il parvient également à maintenir grâce à son système de refroidissement bien spécifique, le thermal flow, le film de dissipation thermique, etc. Et sur le pattern à 100%, on est à 342 nits. 10% 2005, 100% 342. On est bien au-delà de ce que propose Sony. Et du côté de LG, sur le G5, eh bien on avait environ 2400 nits à 10%, 386 nits à 100% en mode filmmaker. Je vous parle du mode filmmaker, sachant que chez Sony, on n'a pas de mode filmmaker, mais c'est le mode film ou le mode professionnel qu'on utilisera, d'ailleurs plutôt le mode professionnel pour être dans la logique de fidélité. Les mesures que je vous ai affichées, d'ailleurs, sont en mode pro. Et à ce stade, ben, c'est presque un peu dur, mais comme j'ai l'OLED C5 actuellement à la maison, je peux même vous dire qu'un OLED C5 en version 65 pouces, il m'affiche une luminosité en pic à 10% à 1180
nits, ok, on est assez loin des 1006 vers 1750, et en luminosité à 100% sur le pattern, sur le C5, on est à 212 nits. Là encore, sur mon exemplaire, et en mode filmmaker, sur un C5, qui n'est absolument pas la cible, enfin qui n'est absolument pas comparable, ici en termes de tarifs notamment, et de positionnement premium, par rapport à ce Bravia 8M2. Bon, voilà, ça c'est quelques chiffres. Et puis, du coup, j'ai sollicité les équipes de Sony en leur disant, mais pourquoi ce choix de la luminosité? Et surtout, est-ce qu'à un moment donné, vous ferez le choix de débrider ce téléviseur, si tant est qu'il puisse considérer qu'il a été bridé? Est-ce que, j'ai dit à Sony, est-ce que je peux partager ces questions? Est-ce que vous pouvez partager ces questions avec les ingénieurs? Bon, j'ai envoyé mon petit mail. Au moment où j'enregistre cette vidéo, parce que le téléviseur va repartir, je n'ai pas la réponse. Si jamais elle m'est fournie après le montage de la vidéo, je vous mettrai la réponse dans le premier commentaire épinglé. Je ne sais pas si Sony se prononcera, quelle sera la réponse, est-ce qu'ils considéreront qu'ils feront toujours comme ça, et que peut-être ils ont une manière de sublimer un petit peu les spéculaires, et surtout d'assumer le propos qui nous disent, mais nous les gens, on assume le fait. Peut-être que dans 6 mois, la politique changera, auquel cas je vous le dirai, mais on est sur une reproduction qui est proche de notre 3110, de notre moniteur de référence, qui lui est capable d'envoyer ces 4 minutes. Encore une fois, ne vous y trompez pas sur cette comparaison qui est faite. Hein. Vraiment, posez-vous les bonnes questions. Naturellement que ça, ce n'est pas capable de monter aussi haut que le moniteur de référence, et puis on est là sur une toute autre taille, mais la perception est bonne. Et c'est là-dessus que Sony joue. C'est là-dessus que Sony nous dit, on est capable de vous reproduire un truc là où les autres vont cramer les détails dans les hautes lumières, ne vont pas savoir gérer les basses lumières, etc. Ok, bon pourquoi pas. Ce qui est sûr, c'est que le téléviseur, lui, il arrive très bien à gérer la luminosité et la recaler, ce fameux tone mapping, et le recaler dans les performances de la dalle. Mais vous me connaissez, quand on me fait de telles promesses, ou en tout cas quand on me tient de tels propos à me dire que on est meilleur sur la reproduction des contenus haute lumière et basse luminosité, c'est pourquoi notre dalle n'a pas besoin d'être aussi lumineuse que la concurrence, que de toute façon, il n'existe pas de contenu aussi lumineux que l'ONI 1600X, etc. Vous êtes sûr, les gars? Vous êtes sûr que c'est exactement ça? Vous savez, il y a des logiques de tone mapping, ok, le vôtre fonctionne très bien, mais il y en a d'autres qui arrivent à faire des choses très bien et à gérer le tone mapping de sorte qu'on va exploiter les performances de la dalle, y compris avec des scènes un petit peu plus sombres, donc bien gérer des contenus SDR, bien gérer des contenus HDR. Bon, voilà. Alors oui, le téléviseur, il est toujours largement souhaitable de le calibrer, hein. Bon, bref, je vais passer sur ce détail, on y reviendra sur d'autres thématiques, mais du coup, forcément, je me suis dit, tiens, si on vérifiait, parce que c'est pas les éléments qui me manquent à la maison pour vérifier, opposer un petit peu la théorie à la pratique. Certains l'ont vu, peut-être dans ce rapide short, j'avais le Panasonic Z95B encore à la maison, alors c'est allé très vite parce que je devais le remballer, d'ailleurs à un moment donné, le transporteur est arrivé, Sony, ça a un petit peu interrompu mes shoots, mais j'ai comparé la luminosité perçue cette fois-ci du Z95B versus celle du Bravia 8M2 en filmant différentes scènes, dont celle de Spears and Munsell sur la partie Dolby Vision, en filmant également des contenus YouTube, etc. Et donc certains ont peut-être vu passer le short parce que pour filmer cela, j'ai utilisé un appareil que je venais tout juste de recevoir. C'est l'appareil avec lequel je me filme actuellement. Il s'agit du Sony ZV-E10 Mark II. C'est un appareil qui permet tout simplement de contourner une particularité de cette techno QD OLED qui est que en fonction des caméras que vous utilisez, les images vont être exagérément roses. C'est-à-dire que le blanc va devenir rose. Et vous l'aviez remarqué d'ailleurs sur cette séquence, sur cette vidéo, aux côtés du Z95B et du Philips OLED 910, vous avez été nombreux à me dire « Ouais, mais pourquoi l'image est rose sur le Bravia 8M2 ?» Et il y a beaucoup d'ailleurs de vidéos sur ce téléviseur en ligne où on voit à l'arrière-plan que le téléviseur est rose. Sachez-le que c'est lié à cette techno et au capteur, a fortiori, même si je filme en Vlog sur le GH7, eh bien, de Panasonic, eh bien, j'ai quand même ce truc-là. Même si tout est réglé manuellement, etc., ça ressort. Et donc, Sony m'a envoyé ce ZV-E10 Mark II, et c'est comme ça que je filme. Mais j'ai aussi filmé avec le Pana. Bref, j'ai fait ces comparaisons. Alors, sur la partie Dolby Vision, c'est assez contenu, mais pour le coup, dès qu'on bascule sur des contenus YouTube, eh bien là, l'écart de luminosité, je peux vous assurer qu'il est beaucoup, beaucoup plus perceptible. À tel point que, attention, les images que vous avez là, n'interprétez pas celles du Panasonic comme étant cramées, c'est juste que, en fait, comme je filme 2 téléviseurs en même temps, le boîtier, lui, se cale, en l'occurrence ici, sur l'image du Sony,
Et ensuite, du coup, l'image du Panasonic, qui est elle plus lumineuse, semble surexposée, semble cramer. C'est pour ça que lorsque je vous fais ce type de comparaison, notamment lorsque je suis chez LG, quand ils nous ouvrent le showroom, c'est un temps considérable. Pour faire ça correctement, souvent, c'est 5 prises de vue. Mais néanmoins, vous avez là la comparaison, et je pense que c'est flagrant. C'est flagrant notamment sur cette boucle-là, avec les personnages, l'échiquier, etc. Il y a un réel écart de luminosité. Et naturellement, que dans le cas du Panasonic, si je le filme seul, et ce sont des images d'ailleurs que je vous ai illustrées sur ces contenus HDR10 en provenance de YouTube, ce sont des images que je vous ai montrées dans la vidéo du test du Z95B, et elles n'étaient absolument pas cramées. Chez Sony, sur le Bravia 8M2, elles sont juste moins lumineuses. Donc, est-ce que, pour autant, enfin, lequel des deux a raison? Est-ce que, si j'avais un moniteur de référence, ça devrait être plus comme chez Sony ou comme chez Panasonic? Je n'en sais rien. Je n'ai pas cet élément de comparaison, ce juge de paix, entre guillemets, ce point de référence qu'est le moniteur de référence. Mais pour autant, messieurs, dames de chez Sony, n'allez pas dire aux gens que votre image sera finalement meilleure que celle de la concurrence à des gens qui vont acheter des téléviseurs OLED et qui vont regarder leur téléviseur OLED dans des milieux pénombres, le soir, à la maison, mais aussi dans des milieux lumineux. Le salon, quand on a les volets ouverts, pour l'instant, en condition qui on se dirige plutôt vers l'hiver, mon salon est un peu moins lumineux forcément que sur les autres périodes de l'année, mais l'intérêt du pied rotatif pour lutter contre les reflets et le manque de luminosité de la dalle, il pourrait bien se faire ressentir. Voilà, je pense que j'ai été assez clair, vous avez eu beaucoup d'images ici, c'était cette séquence du chapitrage qui était consacrée donc à cette comparaison avec le Z95B, qui naturellement versus un G5, je pense que ça se verrait aussi, versus un S95F, on aurait également sans doute une perception différente, notamment liée à ce filtre mat, mais Sony, pour moi, n'exploite pas à 100% les performances de cette de cette dernière génération de dalles QD OLED. Pour autant, on a néanmoins des choses qui sont, elles, exploitées, comme la logique de couverture colorimétrique de l'espace BT2020. On sait que là, pour le coup, je parlais tout à l'heure du LG OLED C5, dalle White OLED, on est plutôt aux alentours des 72-75% de couverture du BT2020. Et bien là, on dépasse bien évidemment les 80%. Et donc on tient bien la concurrence avec le QD OLED, avec le White OLED également de dernière génération. Voilà. Bon, je pense là avoir suffisamment illustré mon propos. J'espère pour vous que c'est clair, parce que je sais aussi que ce genre de choses appliquées à des produits Sony, ce genre de critiques, ça peut faire réagir de manière un peu virulente ou pas, j'en sais rien, exprimez-vous dans la partie commentaire. En tout cas, moi, je ne vous cache rien, c'est ce que j'ai pu constater, c'est ce que je vous mets ici sans aucun trucage, je vous l'assure, dans ce chapitre consacré à la comparaison de Z95B versus Bravia 8M2. Mais attention, rassurez-vous, lorsqu'on n'a que ce téléviseur à la maison, qu'on n'a pas d'autres points de repère, ça fonctionne très très bien. Si vous l'achetez, sachez juste que, je le redis, j'estime qu'il n'est pas exploité à son plein potentiel. Bien, je poursuis, on en arrive maintenant à ce chapitre consacré au gaming, comme d'habitude, et petite précision, oui, ce téléviseur n'est pas compatible QMS, ce fameux Quick Media Switching. C'est dommage, c'est un truc effectivement intéressant qui va permettre tout simplement de basculer d'une source non 120 Hz à une source 120 Hz avec une latence très réduite, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir cet écran noir intermédiaire entre le changement de la TNT, par exemple, vers sa prise HDMI consacrée au jeu, enfin branchée, reliée à sa console ou son PC, ça, il n'y a pas. Mais est-ce que c'est réellement ce qui définit un bon téléviseur gaming que de gagner une petite seconde et demie là-dessus? Bon, je vous laisse vous exprimer là-dessus. Pour ma part, c'est pas franchement un critère primordial. Et ce qui me gêne un petit peu plus en revanche, c'est comme je l'ai dit, non seulement on n'est toujours que sur 2 prises 120 Hz sur ce TV, même si attention, le QMS, faut reconnaître que finalement c'est une sorte de petite performance. Donc on se dit que, ok, du côté du câblage, de l'électronique, il y a un petit soin, enfin du côté de la configuration électronique, il y a un petit soin qui a été apporté là-dessus, petite performance supplémentaire. Bon, chez Sony, c'est 2 prises HDMI 2.1, les prises 3 et 4, et là par contre, on se dit que c'est juste du VRR max à 120 Hz. On n'est pas sur du 144, encore moins sur le 165 par exemple d'un LG OLED C5, ça ne fait pas les perfs d'un Z95B, ça ne fait pas les perfs d'un S95F également de
chez Samsung, ni même d'un... Bref, ça ne fait... C'est limité, parce que même chez Philips, on était au-delà. Bon, en tout cas, on est ici sur un téléviseur qui se limite à du 120, et surtout, les gens, il faut encore aller chez Sony, dans la partie paramètres, aller ici dans chaîne et entrée, pas du tout, aller ici dans, si c'est ça, dans chaîne et entrée, aller ensuite dans les entrées externes, aller ensuite dans format du signal HDMI, et ensuite aller dans l'entrée. Alors là ici, c'est sur la HDMI 3 que la Xbox Series X est connectée, et ensuite il faut que j'aille sélectionner ici le format amélioré avancé pour bénéficier de la 4K à 120, du VRR, etc. C'est quand même une manipulation en 2025 qui est, je trouve, assez regrettable. C'est regrettable d'avoir à faire ça aujourd'hui pour bénéficier de toutes les fonctionnalités gaming. Alors, il y a une compatibilité FreeSync Premium qui est annoncée. Il y a également de la compatibilité, en tout cas, je peux cocher ma petite case NVIDIA G-Sync sur mon Razer Blade 18 lorsqu'il est branché ici à ce téléviseur pour avoir ce support du G-Sync avec la RTX 4090 mobile. Et ensuite, eh bien, on a tout simplement l'apparition ici de cette Game Bar. On a notamment ici cette option qui vous permet bien, de faire varier la taille de l'image. Alors ça peut être intéressant pour le coup si on est sur un 65 pouces que vous trouvez l'image trop grande par rapport au champ visuel dont vous avez besoin. Vous allez également pouvoir scinder l'image en deux pour avoir par exemple votre jeu d'un côté et puis un flux YouTube de l'autre. Vous pouvez changer la taille de l'image, vous pouvez en avoir une qui va être un petit peu plus grande que l'autre, mais c'est à peu près la seule modularité que vous aurez. Vous pourrez aussi faire varier le volume de chacune des deux sources, si vous voulez que ce soit plutôt le jeu qui prime sur le YouTube, que ce soit plutôt le YouTube qui prime sur le jeu, mais on ne peut pas aller, par exemple, utiliser deux flux HDMI. On ne pourra pas avoir la console d'un côté et puis la box, le player de son opérateur pour regarder la TNT, par exemple. C'est une forme de split screen consacré à du YouTube. On est assez loin de ce que propose un Samsung, par exemple, avec ces fonctionnalités, lui, qui propose de vraiment découper les images, découper ce qu'on peut afficher sur un écran. Alors 4K et puis 8K, on peut même aller plus loin, parce que de mémoire, sur les téléviseurs 8K de chez Samsung, on peut même diviser l'écran en 4. Voilà, donc j'ai pas spécialement de critique à apporter sur le plan gaming à Sony, si ce n'est celle que j'ai déjà évoquée sur la logique de luminosité. En revanche, c'est clair que on est quand même sur un QD OLED qui apporte un joli boost sur les couleurs, sur le détail et le piqué de l'image. Comme d'habitude, j'ai fait mon Counter-Strike, j'ai fait du F1 2024, j'ai fait également du Forza, et pour le coup, je l'ai trouvé meilleur que le Philips OLED Plus 910, sur lequel j'ai dit qu'il y avait peut-être des petites choses à faire. Et là, il n'y a pas de réelle fausse note. Mais il n'y a pas de fausse note, mais pour autant, je trouve qu'il n'y a pas non plus de réelle performance. En gros, ça fonctionne bien, mais c'est normal. On est sur une expérience dite premium, on va que sur du 120. Eux se disent, de toute façon, notre PS5, elle va pas au-delà. Donc, déjà, le temps qu'ils ont mis à nous activer le mode VRR couplé à du Dolby Vision, là aussi, il fallait aller dans les menus. Bon, franchement, à chaque fois, chez Sony, j'ai l'impression qu'on revient de loin sur l'approche du gaming. On a l'impression que eux, ils calent tout sur les performances de leur PlayStation. Si la PlayStation ne le fait pas, pourquoi on le ferait sur nos TV? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bref, en tout cas, moi, j'utilise ici une Xbox Series X et j'ai préféré aussi utiliser l'ajustement manuel de la plage HDR, même si j'ai aussi joué sur ce téléviseur avec les modes Dolby Vision de base. Ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc sur la partie gaming, ça fonctionne bien, comme j'ai dit. Il n'y a pas de réelle performance. On profite d'un système audio, comme je l'ai dit pour le film et les séries, enfin comme je l'ai dit pour les contenus multimédia, supérieur à ce que peuvent faire bon nombre de concurrents. Voilà, en gros, ça se passe plutôt correctement. Mortier, à couvert! À vous, tire de mortier, dégage! On doit stopper ces mortiers! Mortier, à couvert! Équipe de mortier éliminée! Il reste une équipe de mortier.
Bien, je m'approche de la conclusion de cette vidéo, mais je vous l'avais dit qu'on aurait un chapitre un peu sensible consacré aux soucis de revêtement de dalle, point d'interrogation, parce que, ben voilà, est-ce qu'il faut en tirer une conclusion et se dire que ça concerne tous les modèles ou pas? Ben, en fait, ce chapitre-là, il est ici, enfin, je vous le couvre ici parce que ben, mon produit est concerné et surtout, c'est un truc qui est ressorti assez rapidement sur le Discord. D'ailleurs, j'ai essayé d'accompagner les membres de la communauté auprès des gens de chez Sony pour qu'ils arrivent à trouver la meilleure des solutions, ou constater en tout cas, est-ce que c'est un réel problème, est-ce que c'est un phénomène isolé. Les choses ont suivi leur cours et puis bah, certains ont déjà procédé au remplacement de leur téléviseur et pas qu'une seule fois. Donc de quoi s'agit-il? Eh bien, les traces de doigts, on connaît tous ça sur les téléviseurs. On sait que les téléviseurs OLED sont également très sensibles à cela, mais c'est pas les seuls. Hein. Les téléviseurs LCD qui sont de plus en plus brillants eux aussi sont sujets aux traces de doigts. Et puis ensuite, on arrive à essuyer ça plus ou moins facilement avec différents chiffons. Moi, des chiffons, là, dans le meuble, j'en ai une multitude de différents types. Du chiffon doux, plus ou moins doux, microfibre, etc. Et puis, bah, on va ensuite décider d'essuyer à sec, essayer d'humidifier un peu. Attention, il faut toujours être très très prudent avec la logique d'humidification du chiffon. On ne met jamais rien directement produit, enfin certainement pas de produit, on ne projette rien directement sur la dalle. On fait des petits tests. Et les tests ici ont montré que, pour ma part en tout cas, c'est ce chiffon-là là, qui ressemble vraiment à une matière de chiffon pour lunettes, qui s'est avéré le plus efficace pour enlever les traces de doigts. Et alors par traces de doigts, vous la connaissez tous, cette sensation de quand on frotte, on sent que ça accroche sous le chiffon, parce que c'est un peu gras, et ensuite ça devient lisse, et ok, c'est bon, j'ai essuyé ma dalle, elle est propre. Sauf que là, non seulement ça retient très bien les traces, comme si on avait mangé un kebab juste avant de le manipuler et qu'on ne s'était pas lavé les mains, mais surtout, il y a un résidu. Et ce résidu produit une sorte de trace bleutée que l'on va voir très très bien lorsque l'on a de la lumière directe dessus ou qu'on est dans une pièce baignée de lumière. Et c'est franchement pas très très joli. Alors parfois j'ai eu l'impression que certaines de ces traces s'estompaient un petit peu lorsque la dalle commençait à chauffer. Le truc c'est que ces dalles QD-OLED, d'ailleurs j'aurais peut-être dû le préciser, mais elles chauffent très peu par exemple par rapport à des dalles White OLED, enfin en tout cas elles chauffent moins. Et puis bah, j'ai quand même pu remarquer, là ici je suis dans mon bureau donc l'environnement est plutôt cloîtré, mais quand je le remets dans le salon, il y a vraiment beaucoup de traces. Et ça devient bah, moche. Franchement, c'est pas joli. C'est pas joli parce qu'on a à la fois ces traces de doigts et puis en plus, on a d'autres traces, et cette fois-ci qui sont partagées également par la communauté avec ces quelques images. C'est vraiment pas simple comme phénomène à filmer, sachez-le, mais on a d'autres traces qui apparaissent avec parfois des grandes barres qui traversent vraiment tout le panneau, parfois en diagonale. Donc on a ce phénomène qui existe quand même sur ces panneaux-là. Alors, c'est absolument plus visible du tout, en tout cas en ce qui me concerne, une fois qu'on regarde des films, etc. Néanmoins, quand le téléviseur est éteint dans le salon, waouh, c'est franchement pas très très joli. Certains membres de la communauté Discord m'ont aussi dit « Oh là, alors moi, j'ai arrêté d'essayer d'y toucher, je me suis fait remplacer le truc, je l'ai déballé. » Alors attention, quand vous recevez le téléviseur, il y a également un sens pour enlever le film plastique qui protège la dalle. Je sais plus dans quel sens il faut l'enlever, moi je l'avais plus, mais genre il vous indique qu'il faut l'enlever plutôt horizontalement ou verticalement, je sais plus. Bref, il y a un sens, surveillez bien cette petite étiquette et surtout respectez la consigne, parce qu'au début, quand je voyais les photos qu'on me partageait, je disais, mais attends, mais du coup, c'est pas possible, il y a un problème, t'as mal enlevé ton filtre, il y a des résidus de colle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu arrives à essuyer, pas essuyer? Et les gens me disaient, non, non, mais ça reste, ça part pas. Je me dis, ouais, c'est quand même fou, je partage le truc à Sony. Ils me disent, non, nous, on n'est pas au courant. On remonte sur certains forums, on voit que ça concerne également des téléviseurs de chez Samsung qui sont dotés de cette dalle QD-OLED. Donc on se dit, ok, donc en fait, les fautifs, ce sont ces panneaux QD-OLED et pas seulement le téléviseur de chez Sony. Et en fait, bah, ce phénomène, il existe. Et moi, pour le coup, j'ai commencé je peux désormais le constater. Donc, si vous êtes propriétaire d'un téléviseur qui utilise ce type de dalle, bah, n'hésitez pas vraiment à partager un petit peu votre retour d'expérience et avez-vous trouvé une solution? Parce que moi, une fois que j'ai enlevé ma petite trace de doigt, bah, c'est bien lisse. Sauf que quand la dalle est éteinte et que je regarde un petit peu ça en biais, bah je vois toujours apparaître ces petites traces bleues. Certaines, encore une fois, semblent s'estomper, mais sans aucune certitude. Il y a toujours l'impression qu'il y a cette trace résiduelle. Ou donc, comme je le disais, certains m'ont dit, oh là, moi, j'ai arrêté, j'y touche plus, je ne touche plus la dalle, je ne manipule plus. En même temps, quand son téléviseur est installé, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à aller y remettre les doigts. Puis bon, bah moi, il tourne et du coup, je le chope par le pied. Mais sachez-le, si vous le déballez, mais achetez des gants en fait, achetez des gants blancs, un petit gant blanc pour manipuler son téléviseur. Voilà. Donc clairement, je trouve que c'est
C'est assez dommage. Voilà, bon. Allez, il est temps maintenant de conclure ce test avec néanmoins un bilan très positif sur l'expérience Sony quant au traitement et la reproduction de l'image dans les conditions d'une pièce, du coup, pas trop lumineuse. Allez, j'ai envie d'être un petit peu taquin, mais à l'heure où on a des dalles QD OLED de nouvelle génération qui sont vraiment supposés avoir évolué et représenter justement une évolution importante, chez Sony, ça me fait l'impression d'un « ouais, ok, très bien ». Et pourtant, vous savez que je ne suis absolument pas de ceux qui vous font des titres dans les vidéos, enfin qui titrent les vidéos YouTube genre « waouh, luminosité record, truc de dingue !» Et c'est pareil, j'en fais jamais tout un foin, j'en fais jamais des caisses sur la logique de luminosité dans les vidéos. J'avais décidé d'extraire cette partie résultat des mesures parce que je suis déjà tellement long sur les vidéos quand je vous illustre les comparaisons des moteurs de compensation. Enfin, je pense capitaliser sur le ressenti plus que sur la mesure, parce que cette mesure, elle doit être considérée, mais elle doit être comprise. Et c'est pourquoi j'avais décidé de faire une deuxième vidéo des téléviseurs consacrés au résultat des mesures. Le truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, j'en fais de moins en moins. Je finis par vous partager l'essentiel des mesures. Il faudrait que j'y revienne. Mais ici, plus spécifiquement sur ce Bravia 8M2, je trouve que ça ne colle pas avec l'image de marque premium que revendique Sony assez ouvertement et que revendique Sony en plus sur ce Bravia 8M2 qui est censé offrir aujourd'hui la meilleure expérience des téléviseurs OLED. Et encore une fois, c'est très bien que le constructeur porte ce propos sur « on respecte les intentions des réalisateurs, la proximité avec le monde du cinéma », c'est des discours qu'on entend également chez Panasonic, donc ok, c'est très bien tout ça, mais est-ce que finalement, si on lit un peu entre les lignes, c'est pas dénigrer ce que fait la concurrence en face, encore une fois, ok, question ouverte, à vous de vous exprimer, moi j'ai mon point de vue là-dessus, mais n'hésitez pas, dites-moi, et puis surtout, qui peut le plus, peut le moins, j'insiste, mais quand on a un panneau comme ça, rien n'empêche à Sony, et d'ailleurs on le voit, ils n'ont pas de mode filmmaker, ils ont un mode cinéma qui va plutôt aller dans le truc un peu pour mettre en valeur l'image au sens flatter votre rétine, on sort un petit peu de la logique de pure fidélité qu'on ira retrouver plutôt dans le mode professionnel et on vous propose un mode cinéma, faites comme Panasonic. Proposez-nous quelque chose qui va aussi permettre aux puristes d'aller chercher une configuration d'image bien différente, quitte à ce qu'elle soit moins lumineuse, parce qu'ils vont regarder des contenus dans la pénombre, etc. On a des capteurs là-dessus aussi, potentiellement, qui peuvent intervenir sur des réglages de l'image. Et puis arrêtez de nous faire croire que c'est bien que la luminosité soit limitée à 1600 ou 1750 nits, alors que la dalle peut faire plus. Moi, si j'ai acheté une voiture qui peut rouler à 200 sur autoroute allemande, ça m'embêterait dans l'absolu qu'une fois que j'arrive en France, ça soit 130, 135 km/h max, et qu'en ville, ça soit 50 ou 30 et pas 1 km/h de plus. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'on veut nous faire croire comme étant quelque chose de génial. Et chez Panasonic, là, ils se sont dit, nous, la Lumi 70, c'est le nouveau max, machin, mais ils nous proposent d'autres choses. Et ils nous proposent d'autres choses également en coulisses, entre guillemets, des choses qui sont peut-être moins accessibles à monsieur et madame tout le monde, à savoir que Panasonic a travaillé avec Calman pour proposer N modes de calibrage de l'image. C'est-à-dire que vous faites intervenir un professionnel chez vous, il va pouvoir vous créer une configuration pièce sombre, pièce lumineuse, bref, vous allez avoir, je crois que c'était 5 modes de calibrage différents, allez plutôt nous offrir, enfin je m'adresse aux gens de chez Sony, mais qu'ils nous offrent plutôt ces options-là, plutôt que de se dire, non, nous, 1006 de Lumi, ça suffit. Hein. De toute façon, les contenus, ils vont pas plus haut. Donc 1006 de Lumi en pic et 250 nits à peine pour une luminosité intégrale sur le panneau, c'est bon, on est large. Ouais, je suis pas exactement sûr que ce soit si large que ça et qu'il se soit si bien accueilli que cela par ceux qui vont vraiment se dire, je vais chercher du Sony, je veux un téléviseur qui envoie. À côté de ça, il y a l'ergonomie, il y a les traces sur la dalle que j'ai évoquées avec ce phénomène qui ne semble pas finalement si isolé que cela, avec, c'est encore bon. J'ouvre et je referme encore une fois cette parenthèse. Bon, vous avez, je pense, ici maintenant tout mon propos, mon verdict, mon bilan. N'hésitez pas, réagissez dans l'espace commentaire. Vous avez sur la chaîne d'autres vidéos également à retrouver pour tous ces produits un peu haut de gamme de cette fin d'année 2025. D'autres sont à venir aussi. Donc abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Réagissez dans l'espace commentaire. Si ce produit vous intéresse ou si vous en avez d'autres ou si cette vidéo vous a permis de choisir également entre deux produits que vous auriez mis en concurrence face à ce Sony, si vous allez sur le Discord, vous pourrez
me remercier d'une certaine manière ou utiliser les liens qui sont dans la description pour accéder à des boutiques, accéder à de l'affiliation. Ça me permettra de toucher une petite commission et tout simplement de rétribuer le travail. En tout cas, pour ma part, je pense que le bilan est assez clair. S'il fallait choisir, par exemple, entre un Panasonic Z95B ou un Sony, je pense que vous avez déjà un petit peu compris que cette année Sony, j'ai plutôt tendance à temporiser un petit peu. C'est très bien, mais pour moi, il y a mieux ailleurs. Voilà, je pense que c'est assez clair. Sur ce sujet-là, en tout cas, ça ne me conviendrait pas en l'état. J'aimerais bien que les ingénieurs me répondent en me disant « Vous en faites pas, on travaille sur le truc, peut-être qu'on a besoin d'affiner encore un petit peu quelques algorithmes, le réglage pour le refroidissement. Il y a peut-être des choses, j'en sais rien, mais le 120 Hz au lieu de pas de 144. » Allez, je m'arrête là. Je vous en ai déjà suffisamment dit. Si jamais cette vidéo vous a plu, eh bien vous savez quoi faire. Le petit pouce qui va bien. N'hésitez pas à liker, donc à partager, à commenter dans l'espace commentaire, à nous rejoindre sur le groupe de discussion Discord. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!